Polysécure. À cet épisode, je suis avec Marie-Ève. Bonjour. Et nous allons parler de l'attaque de Colonial Pipeline qui a fait les médias à l'heure actuelle et toutes les conséquences que ça peut avoir. Je passe la main à Marie-Ève pour les questions. Oui, donc Colonial Pipeline est une compagnie américaine. En fait, c'est un oléoduc transportant des hydrocarbures du Texas jusqu'à New York. Donc, la compagnie a rapporté avoir été victime d'un rançongiciel. Si vous êtes perdu jusqu'à maintenant pour qu'est-ce qu'est la définition du rançongiciel, n'hésitez pas à aller voir nos autres et écouter nos autres épisodes où on a défini quelques termes de la cybersécurité pour maîtriser encore plus ce terme-là. Puis, suite au rançongiciel, l'entreprise a dû fermer les artères principales de transport d'hydrocarbures. Donc, ça a quand même eu un impact majeur sur leur production d'hydrocarbures au travers des États-Unis. Le FBI a été impliqué dans l'enquête et aurait lié l'attaque à un groupe de malveillants nommé DarkSide. On n'est pas certain si c'est vraiment eux, mais bon, les spéculations vont en ce sens. Puis, il aurait saisi un de leurs serveurs là, où il y avait les informations de la compagnie Colonial Pipeline et aussi d'autres victimes d'attaques similaires dans d'autres entreprises. Donc, qu'est-ce qui est intéressant cette fois-ci, c'est que le groupe de malveillants aurait communiqué qu'ils ne veulent seulement de l'argent et non la destruction. Effectivement, c'est un peu étonnant qui communique de cette façon-là pour cette raison-là. J'imagine que il y a une certaine forme de culpabilité où ils veulent réduire la pression des services de renseignement américains sur eux parce que dans un cas d'une attaque d'une infrastructure critique comme ces pipelines-là, normalement tous les services de renseignement américains vont se mettre à pied d'œuvre pour aller investiguer ce genre de choses-là. Dans ce cas-là, donc, la façon qu'ils ont annoncé ce genre de choses-là veut essentiellement dire que c'est un groupe de cybercriminels très classique et non un acteur étatique qui s'en prend à cette compagnie-là. Donc déjà là, ils ont mis l'argent comme étant le moteur principal de leur motivation. Donc c'est ça, comme ça on peut les qualifier de cette nature-là. Donc ce genre d'individus sont en général plus intéressés à l'argent et donc pas d'investir de l'argent pour avoir tant que ça, mais une question d'opportunité dans ce qui s'est passé dans ça. Oui, en effet, on se rappelle notre épisode sur SolarWinds où on soupçonnait là, un acteur étatique. Donc, comme tu nous l'avais partagé, il y avait beaucoup de sommes d'argent mobilisées, il y avait beaucoup d'investissements dans cette attaque-là. Puis, c'est ce qui laissait soupçonner là, la possible implication d'un État. Donc là, c'est différent. L'acteur a vraiment établi que ce n'était pas envers des intentions destructrices, mais simplement de faire de l'argent là, rapidement. Puis, on se rappelle aussi que c'était les principales attaques, hein, si je me trompe pas, de rançongiciel en ce moment, c'est principalement pour l'argent. C'est ça, c'est le levier principal qui est utilisé par les malveillants, les groupes de cybercriminels pour aller extorquer de l'argent à différentes victimes. Dans ce cas-ci, c'est Colonial qui était visé. Il y en a eu plusieurs d'autres. Très récemment, il y a eu Apple aussi, un des fournisseurs d'Apple, pas Apple, dans lequel a été volé un certain nombre d'informations dans lequel ils ont voulu faire chanter le fournisseur Quanta pour obtenir de l'argent en échange de retirer les informations qui était diffusé à ce moment-là. Fait que c'est vraiment du monde qui sont là pour extorquer de l'argent, pour faire de l'argent. Donc, c'est des criminels pour aller chercher de l'argent. Fait que la motivation principale est celle-là. Donc, eux ne sont pas nécessairement intéressés à investir des grandes sommes d'argent. Tu faisais mention de SolarWinds qui, eux, dans ce cas-ci, on présume la Russie a investi énormément d'argent pour mener à bien cette attaque-là, parce que cette attaque-là est quand même très sophistiquée, très dispendieuse, très longue. Dans ce cas-ci, c'est probablement, là, c'est déjà, pas probablement, c'est déclaré dans les journaux. C'est un rançongiciel qui a frappé Colonial. Et c'est une forme d'attaque très, très de base. Très de base. Plus maintenant, mais elle demeure quand même le rudiment maintenant là, de ce qu'on voit comme type d'attaque pour ce genre de choses-là. Donc ça indique aussi beaucoup de choses dans l'ensemble. Donc c'est ça, on parlait tantôt que c'était des cybercriminels versus des acteurs étatiques.
les cybercriminels vont utiliser des toolkits déjà toutes préfaites, des ensembles déjà constitués de codes malveillants, comme dans ce cas-ci. Là, on ne sait pas exactement lequel a été utilisé pour Colonial, mais ils ont déjà des kits préfaits, qui marchent en général. En même temps, ça met aussi un peu à mal Colonial. Ça voudrait dire qu'il y aurait probablement un certain nombre de pratiques de sécurité qui seraient un peu inférieures au niveau minimal pour résister à ce genre de choses-là. C'est un peu malheureux pour une compagnie, surtout avec probablement autant d'argent et autant de capacité que ça, il n'ait pas réussi à faire ce genre de choses-là. Fait que c'est un peu étonnant, mais un peu étonnant. Peut-être pas tant que ça, finalement, parce qu'on en voit beaucoup dans les journaux maintenant, puis c'est ça, peut-être au bout du compte, ce qui est peut-être un peu malheureux, le fait que les gens ne mettent pas l'argent où c'est nécessaire, où les choses, les menaces ont changé. On mettait beaucoup d'énergie avant pour les crimes dans le monde physique. À l'heure actuelle, c'est beaucoup plus facile et plus payant de faire des crimes dans le monde virtuel. Puis la migration des mesures, les cadenas, les clés, les portes, les serrures, les caméras de sécurité n'ont pas migré dans des équivalents dans le monde cyber dans lequel ou le monde virtuel dans lequel qui fait nos vies maintenant. Là. Oui, mais là, je m'avance, là, mais c'est presque rassurant que ce soit de petite envergure l'attaque qu'il y a eu, parce que si ça avait été un acteur un peu mieux organisé, ou encore une fois, comme tu disais, un acteur étatique, ils ont quand même impacté un oléoduc aux États-Unis transportant les hydrocarbures qui contrôle pas quand même beaucoup de choses économiquement dans le pays. Oui. Là. Est-ce que je me trompe de dire ça? Non, tu ne te trompes pas. Et cet axe-là est très inquiétant. Puis c'est pour ça aussi de dire qu'une compagnie avec ces moyens-là n'a pas mis autant d'énergie en cybersécurité. C'est un peu préoccupant parce que là, on a affaire à une bande de voyous, finalement, qui ont réussi à arrêter l'alimentation de fuel de certains secteurs américains. S'il y avait un acteur étatique avec beaucoup plus de moyens et sa volonté n'était pas seulement de faire de l'argent, mais vraiment d'arrêter ou de pénaliser certains secteurs économiques américains, on se retrouve vraiment dans un contexte un peu plus inquiétant. Et c'est dans le fond l'éternelle question que nos infrastructures critiques devraient avoir un niveau minimal de sécurité. Je sais qu'au niveau d'hydroélectricité, c'est très présent. Au Québec, même si ça a été largement critiqué, on est quand même bien équipé. La plupart de l'électricité aux États-Unis aussi, c'est assez bien robuste. Il y a juste le Texas qui, malheureusement, a fait piètre figure récemment avec une surcharge, puis tout a explosé d'un coup. Et on parle même pas d'une attaque cyber, là. Ici, on se parle juste d'une mauvaise planification aux intempéries qui a échoué à ce moment-là, qui fait que leur plan de continuité des affaires n'était pas tout à fait bien fait. C'est sûr qu'au Texas, on ne s'attend pas qu'il fasse aussi froid que ça pendant aussi longtemps que ça, mais la réalité, c'est l'imprévisibilité de la nature fait qu'on doit se prévoir à ce genre de choses. Fait que, oui, il y a lieu de se préoccuper. Oui, il y a lieu de savoir à ce que nos acteurs, nos législateurs agissent puis incitent ces compagnies-là à rehausser leur capacité parce que ça a pour le simple citoyen, ça a des conséquences très graves. Là. Effectivement, à chaque fois, qu'est-ce qui me fascine ou qui m'impressionne, c'est les petits détails ou les petites actions qui ont tellement des grandes conséquences sur le risque à la population ou le risque des entreprises. J'ai l'impression qu'il s'en faut tellement de peu pour des actions potentiellement dévastatrices. Là. J'ai seulement un exemple en tête, là, l'attaque de Stuxnet en Iran là, qui avait ciblé, je crois que c'était une centrale nucléaire, puis que ça l'avait juste atteint un petit facteur qui faisait que oui, les conséquences auraient pu être désastreuses là, s'il y avait eu des attaques plus voulant détruire plus les infrastructures. Là. Donc, c'est ce qui me fascine toujours là-dedans. C'est tellement des petites choses qui sont impactées qui viennent des petites variables qu'on vient jouer pour finalement avoir des grandes conséquences potentielles désastreuses. Mais effectivement, on en a plusieurs. Il y a eu le cas des usines d'épuration d'eau en Floride qui ont été rentrées par des malveillants. Et ça n'a heureusement pas eu aucune conséquence grave dans ce cas-ci. On en a eu plusieurs cas
dans les derniers temps où nos infrastructures qu'on pourrait considérer critiques, l'électricité, les carburants, l'eau potable, ont été touchés de façon volontaire ou involontaire, tout dépendant des circonstances. Donc, il y a vraiment lieu de s'inquiéter et de savoir à quel point des fois, on néglige un peu ces éléments-là, puisqu'on vit dans un monde qui a changé et les dirigeants qui sont associés à ces genres d'infrastructures n'ont peut-être pas changé ou n'ont pas adapté leur réflexion à comment les choses ont évolué et comment leur entreprise, pour économiser de l'argent, vont utiliser l'informatique, entre autres, pour sauver de l'argent, sauver des coûts, sauver des ressources, faire plus avec moins de gens. Donc, de réussir à avoir des meilleurs rendements. Mais conséquemment, ces mêmes moyens-là viennent les pénaliser parce qu'il faut investir aussi dans la sécurisation, la protection de ces éléments-là. Les clôtures FROSS qu'on mettait autour des édifices pour éviter que les gens rentrent, ben maintenant, il faut faire l'équivalent en virtuel. Malheureusement, ça coûte beaucoup plus cher que la clôture FROSS. Donc, il faut y réfléchir. Puis en plus, il faut avoir des gens compétents, des gens très habiles dans ces milieux-là pour faire ça. Probablement comme dans le monde de la sécurité physique. Puis là, je réduis pas les compétences, mais disons, on remonte dans le temps. Ces compétences-là se sont construites avec de l'expérience, avec les erreurs et les éléments comme ça. Et ça serait bien qu'en cyber, tout ça en informatique, on n'ait pas à avoir autant de centaines d'années d'expérience avant de réussir à atteindre un niveau adéquat, un niveau aussi perfectionné que ça, parce que nos infrastructures critiques sont maintenant principalement basées sur ça. Ouais, c'est un beau point. Là. J'ose espérer que l'augmentation des cyberattaques va amener et provoquer le changement. Je fais un parallèle avec la gestion des ressources humaines. La pénurie de main-d'œuvre a amené le domaine des ressources humaines à se réinventer, les employeurs à accorder de l'importance à certains courants de pensée, à repenser leurs conditions. Fait que ça a provoqué un peu le changement qui fait qu'on connaît les entreprises comme qu'elles sont aujourd'hui. Ça les a amenées à se poser des questions. Fait qu'on espère aussi que l'augmentation des cyberattaques va amener les employeurs aussi à mettre la cybersécurité au premier plan, puis à tout le moins l'augmenter un petit peu dans l'ordre de priorité de gestion. Tout à fait. Puis c'est ça, c'est cette espèce de changement de réflexion qui est très important, qui est primordial, qu'il faudrait que les entreprises fassent. J'ai malheureusement, avec l'expérience, pas foi à la capacité des entreprises à le faire spontanément, ce genre de changement-là. Donc, j'espère que le législateur va intervenir justement pour aider ou en tout cas forcer la main à ces gens-là, surtout dans les cas des infrastructures critiques. Au Québec, je touche du bois, j'espère. J'ai pas l'impression qu'on est affecté, qu'on est touché par ce genre de choses-là. Mais ça ne veut pas dire que si on est bien maintenant, qu'on va être bien dans 3 ans. Donc, c'est sûr que c'est un travail continu et de se renouveler par ce genre de choses-là. Puis tant qu'à parler du fait québécois, ben la Caisse de dépôt est impliquée avec Colonial. Il y a de l'argent investi dans ce genre dans cette entreprise-là. Donc, dans ce cas-ci, ça a un impact financier directement sur les Québécois parce que on va le portefeuille général de la Caisse de dépôt est beaucoup plus grand. Là. Cette fluctuation-là n'aura pas de conséquences hyper graves, mais il y aura quand même des conséquences économiques pour le portefeuille financier du plus gros investisseur québécois. Donc, ça a quand même ça vient nous toucher malgré tout chez nous. Puis, c'est très important. Puis là, je vole la question à Marie-Ève. Est-ce que les investisseurs, est-ce que les entreprises qui font des acquisitions devraient s'intéresser à la cybersécurité dans leur réflexion? La réponse, elle est oui. Ça devrait être quotidien, ça devrait être, même si on est dans le monde des finances, on devrait quand même faire affaire avec des gens en cybersécurité pour s'assurer que les entreprises qu'on va acquérir, les entreprises avec qui nos partenaires d'affaires, comment on va construire nos business, soient faites et soient prêtes à affronter des éléments de cybersécurité. D'un côté, on peut pas empêcher des avaries. C'est comme la nature, on peut pas empêcher qu'il y ait une tempête, on peut pas empêcher qu'il y ait de la pluie. Par contre, qu'est-ce qu'on peut faire, c'est s'assurer qu'on a un toit qui est étanche. On peut s'assurer qu'on a des fenêtres qui ne laissent pas l'eau rentrer, qui laissent ces choses rentrer. On a quand même un certain nombre de choses qui doivent être appliquées. Et s'il arrive un problème, d'avoir des mesures qui sont capables de ramener l'entreprise à flot le plus rapidement possible.
D'ailleurs, c'est ce qu'on va voir avec Colonial, s'ils sont capables de basculer, de pivoter et de revenir rapidement. Jusqu'à présent, il semblerait que oui. Par contre, en même temps, c'est un peu préoccupant que tout ça soit passé avec une compagnie qui est aussi névralgique pour les Américains. Oui, effectivement, nul n'est à l'abri, et même au Québec. Ça a des répercussions même au Québec, que ce soit aux États-Unis. Puis justement, j'avais posé la question avant l'enregistrement, là, parce que je pensais justement encore une fois au domaine des ressources humaines, au domaine de la santé et sécurité, tout simplement, là, quand on était dans plus le domaine de chantier, puis qu'on soumissionnait sur des jobs, mais notre code santé et sécurité était pris en compte par la compagnie pour qu'on s'assure de donner le contrat à une compagnie qui fait ce qu'il faut au niveau santé-sécurité. Donc là, je devais demander à Nicolas Lehic si les compagnies ont une preuve ou une cote de cybersécurité à fournir à leurs investisseurs. Là. Donc, c'est peut-être le futur qui va nous dire là, si c'est quelque chose qui sera mis en place. Mais à mon sens, je trouve ça assez logique. C'est effectivement très logique. Ça se discute depuis déjà un certain temps. Il n'y a pas encore de consensus au niveau de qu'est-ce qui devrait cadrer là-dedans, parce que en termes de sécurité, santé et travail, il y a quand même des normes, il y a quand même des choses définies dans lesquelles sont prévisibles et qu'on est capable d'évaluer. En cyber, c'est un peu plus flou encore. Il y en a un certain nombre de normes et standards, mais même encore là, les professionnels ne réussissent pas à accorder leur violon sur les mêmes affaires, ne réussissent pas à s'entendre sur la valeur et l'impact de chacune de ces mesures-là. Les assureurs aussi rentrent dans le jeu, fait qu'eux autres vont probablement... Puis j'ai foi que les assureurs vont arriver avec des solutions qui vont forcer le marché, d'ailleurs, parce qu'ils vont, sur la vente des assurances, ils vont exiger des garanties. Et les actuaires sont très brutaux sur ce genre de choses-là. Donc, on va être capable probablement de nous amener des structures à mieux réfléchir, à mieux avancer et à mieux projeter ce genre de choses, avoir des grilles faciles d'analyse pour les gens hors du domaine. Oui, effectivement. Puis il y a la notion aussi qu'il faut qu'on ait documenté assez pour pouvoir tirer des conclusions, établir des normes, mettre des limites. Donc, avec l'augmentation des attaques, ben, ça nous permet d'avoir encore plus de données, puis peut-être d'arriver encore une fois, si possible, à un consensus sur ça. Donc, si je résume un peu notre conversation aujourd'hui. Colonial Pipeline, une compagnie de l'oléoduc, a été victime de cyberattaques. Ça aurait pu avoir des conséquences désastreuses, mais on a eu, si je peux dire, l'opportunité que ça soit pas une attaque de trop grosse envergure, mais qui a quand même eu des conséquences notables sur la distribution de carburant aux États-Unis. Puis ça nous impacte là, jusqu'au Québec, puisque ça vient toucher directement les placements financiers là, des régimes de rente québécois, etc. Nicolas Lehic, est-ce que tu aimerais rajouter autre chose? Non, on a abordé beaucoup de sujets diversifiés. On a beaucoup regardé les différents axes qui amenaient comme ça. J'espère avoir répondu à beaucoup des questions qui auraient pu être dans la tête des gens. Encore là, on revient. Si vous avez d'autres questions, communiquez avec nous sur le site web, l'adresse courriel, les médias sociaux, ainsi de suite, tout dépendant du médium que vous voulez privilégier. Et à ce moment-là, soit on répondra à la pièce ou on fera un épisode spécial justement pour venir approfondir ces questions-là. Effectivement, ça nous ferait plaisir de couvrir les sujets dont vous avez envie de discuter. Donc, merci d'avoir été à l'écoute et je vous dis à la prochaine. Merci, à la prochaine.